Je vous en supplie, laissez cet homme encaisser. J'avoue que cette phrase, elle m'a tout de suite interpellée quand j'ai lu la source pour notre analyse. Ah oui, C'est une supplication, un cri presque. Ça donne le ton à tout le texte. c'est une porte d'entrée très, très forte, en effet. On n'est pas du tout dans une analyse politique froide, là. On est immédiatement plongé dans l'émotion. C'est le cœur d'une tribune, hein, signée Angie Forbin. Exactement. Et c'est moins un article qu'un un plaidoyer vibrant pour une figure politique, Maurice Kamto. C'est exactement ça, un plaidoyer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va un peu passer ce texte au scanner. Pas pour juger le fond, hein, mais plutôt pour démonter la mécanique. Comment les mots sont choisis, quelle image est construite. Voilà, pas seulement de l'homme, mais de tout un contexte politique. Et l'avantage, c'est qu'on a une seule source, ce texte. Ça va nous permettre d'aller vraiment au fond des choses. Et c'est un cas d'école fascinant. On va voir comment un texte peut servir à la fois de bouclier pour défendre quelqu'un et en même temps d'arme pour redéfinir son image. C'est la communication politique à l'état pur. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le texte nous met tout de suite dans une ambiance très lourde. L'auteur, Angie Forbin, elle parle de 2025 comme d'une année infernale pour Maurice Kamto. C'est ça. Et elle ne fait pas dans la demi-mesure, elle enchaîne les coups durs. On est vraiment dans une accumulation, oui. Une cascade d'épreuves. C'est une stratégie narrative très consciente. Ah oui, c'est impressionnant. D'abord, il y a l'exclusion de la course présidentielle. Le texte est très direct, il parle, je cite, d'un site web ministériel trafiqué. L'accusation est grave. Carrément. Ensuite, elle évoque les pertes plus intimes, le temps, l'argent, la santé, même les partisans. On sent que la blessure est profonde. Elle humanise la lutte politique, en fait. Ce ne sont plus des concepts abstraits, là ça devient des sacrifices concrets, palpables. Exactement. Et ça continue. L'interdiction des activités de son parti par un sous-préfet. Et puis, pour couronner le tout, le choc le plus violent, le plus personnel, la mort de son allié Anicette Ekané. Le tableau est complet. On a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Et ce qui est capital de comprendre ici, ce n'est pas juste la liste des événements, c'est la façon dont ils sont agencés. L'auteur les enchaîne délibérément pour créer un sentiment de persécution, d'acharnement. Oui, Elle utilise même l'expression de triple coup dur pour le bouquet final. oui. L'interdiction de la convention, les problèmes internes et la mort des cannes. On sent presque une accélération dans le rythme de la lecture à ce moment-là. C'est comme si on suffoquait avec lui. C'est une technique de saturation émotionnelle. Le but, ce n'est pas d'informer, c'est de faire ressentir le poids écrasant de tout ça. En construisant cette image d'un homme acculé qui encaisse, elle le positionne d'emblée comme une victime. Le terrain est préparé pour qu'on ressente de l'empathie. C'est très habile. Et pour que cette image de victime fonctionne, il faut un bourreau. Et là, Angie Forbin ne mâche pas ses mots. Le contraste qu'elle établit entre Camto et ce qu'elle appelle le régime est saisissant. C'est noir et blanc. C'est ça. Elle parle d'un régime sauvage. Le mot sauvage est extrêmement connoté. Il déshumanise l'adversaire, le renvoie à quelque chose de primitif. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elle continue avec une métaphore qui m'a marquée. Ce régime verrait le monde à travers le prisme du clou et du marteau. Ah oui, pour un marteau, tout problème ressemble à un clou. C'est une façon de dire que ce pouvoir ne connaît qu'un seul mode de fonctionnement, la force brute, l'écrasement. Il n'y a aucune place pour la nuance. Aucune. Et la suite est dans la même veine. C'est un régime qui parle, je cite encore, le langage du feu et de la poudre et qui tire à balles réelles sur des hommes portant des rameaux de paix. L'imagerie est quasi biblique, là. Et si on prend un peu de hauteur, on voit très bien se dessiner une stratégie qu'on appelle le cadre manichéen, une vision du monde divisée en deux, le bien et le mal. En gros, les gentils contre les méchants, sans aucune zone de gris. Exactement. Et c'est redoutablement efficace. Face à un monstre, on ne cherche pas à négocier, on cherche un héros. Et c'est ce que le texte fait. En diabolisant le régime, il crée par effet de miroir un espace pour un héros tout aussi absolu. Et elle donne des exemples concrets pour ça. Oui, le texte le dit noir sur blanc. Là où le régime ne ferait que menacer, voler, emprisonner, Camto, lui, apporte espoir et réconfort. On cite son action pendant la pandémie ou les glissements de terrain. C'est un récit qui cherche l'adhésion totale, en fait. Il faut choisir son camp. C'est le but. Ce type de narration ne laisse aucune place au doute. Et pour que la figure du héros soit complète, il lui faut une histoire, une origine. Et là, le texte nous livre une anecdote personnelle d'une puissance waouh.
l'image de l'enfant de 15 ans caché dans un arbre, Oui. qui assiste à l'exécution d'un leader nationaliste, Ernest Ouandier. C'est d'une violence, ça change complètement la perception de son parcours. On dirait une scène de film. Et elle n'est absolument pas là par hasard. C'est peut-être même l'élément le plus important dans la construction du personnage. Cette anecdote, c'est son mythe fondateur. C'est ça. Ce n'est plus juste un avocat qui a décidé de faire de la politique. Non. On nous dit que son engagement est né d'un traumatisme original, d'une confrontation brutale avec l'injustice. Ça le transforme en une sorte de témoin prédestiné. Précisément. Son combat n'est plus présenté comme une ambition personnelle, mais comme une quête existentielle, une réponse à une blessure d'adolescent. Ça ancre sa lutte dans la grande histoire de son pays et ça lui donne une légitimité qui dépasse la simple politique. C'est le pourquoi de son combat, et c'est un pourquoi tragique. C'est vrai que ça donne une profondeur. Tragique, oui. Alors, on a ce cadre, hein. L'homme marqué par l'histoire, le héros face au régime brutal. Et c'est là que le texte zoome sur le drame le plus récent, le plus humain. La perte de son allié, Anicet Ekané. On quitte la grande histoire pour entrer dans la petite. Le contraste est saisissant. L'auteur décrit un Camto bouleversé qui parle avec des nœuds dans la gorge, luttant pour retenir ses larmes. L'armure du leader se fissure. Mais le détail qui m'a le plus touché, c'est cette phrase terrible. Camto est allé rendre visite à Ekané lundi et a rencontré son fantôme. C'est très fort. C'est d'une tristesse. Ça rend le choc incroyablement viscéral. On est dans la chair de la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont le personnage d'Anicet Ekan est lui-même construit. Ce n'est pas un simple allié. Les mots utilisés sont très forts. Maverick, en majuscule. Trésor national. Il est présenté comme une figure d'exception. Plus que ça, il est défini comme le miroir parfait des valeurs que le texte attribue à Camto. Je cite, « Ekan est l'antithèse du régime Biya, courageux, loyal, franc, intrépide et altruiste. » Donc en perdant Ekané, il ne perd pas juste un ami, il perd une partie de lui symboliquement. C'est exactement ça. Il perd son alter ego, le reflet de sa propre droiture. La mort de Canet n'est pas qu'un drame personnel, c'est une perte symbolique qui accentue tragiquement la solitude du héros. Maintenant, il est seul, seul face au régime sauvage. Et là, la charge dramatique est à son maximum. Et c'est à ce moment-là, quand on s'y attend le moins, que le texte, il opère un virage à 180 degrés. Fini le ton de la complainte. On passe du plaidoyer à la colère pure. C'est un pivot rhétorique très audacieux, oui. Le texte change de cible. Totalement. Angie Forbin se tourne vers les critiques de Camto, mais pas seulement. Elle s'en prend au peuple camerounais dans son ensemble, qualifié de, et là je cite encore parce que c'est d'une virulence incroyable, 30 millions d'ingrats vaniteux, arrogants et bruyants politiciens de salon. Ouf! C'est une stratégie de retournement de la culpabilité. Jusqu'ici, l'ennemi était le régime. Et soudain, un deuxième adversaire émerge. L'ingratitude, la passivité du peuple. Le message, c'est « Le problème, c'est pas seulement le pouvoir, c'est aussi vous qui êtes incapable de reconnaître les sacrifices de cet homme. » Mais c'est hyper risqué comme pari, non? D'insulter ses propres lecteurs, on risque de les braquer. C'est un pari, c'est sûr, mais ça vise à créer une nouvelle ligne de fracture. Il ne s'agit plus de convaincre, mais de galvaniser le noyau dur des convaincus, de leur dire « Vous voyez, non seulement on lutte contre un régime brutal, mais on est aussi seul et incompris. » Ça vise à resserrer les rangs. Vu comme ça, et pour désamorcer toute critique, elle utilise une comparaison assez osée. Elle dit en parlant de Camto, ses supposés défauts de caractère, Mandela aussi en avait, MLK aussi. Texte. Cherche à rendre toute critique sur sa personnalité mesquine, triviale. Ça revient à dire, comment osez-vous critiquer les détails du caractère d'un homme qui se sacrifie pour une si grande cause? Précisément, c'est une façon de le placer au-dessus du débat politicien ordinaire, de l'élever au rang de figure historique. Et le texte se termine en apothéose. La conclusion est martelée en lettres capitales. Camto n'est plus un homme, il est, je cite, la Renaissance, un mouvement, un idéal. On a complètement quitté la défense pour entrer dans la profession de foi. On est passé du plaidoyer au manifeste, et la boucle est bouclée. La demande initiale, laisser cet homme encaisser, qui sonnait comme un appel à la compassion, se révèle être le prélude à une réaffirmation politique très puissante. Le moment de vulnérabilité devient un tremplin. Exactement. En demandant qu'on respecte sa faiblesse, l'auteur en profite pour réaffirmer avec encore plus de force son statut de leader central, incontournable, celui qui laisse des empreintes profondes. Le deuil devient une cérémonie de relégitimation. Bon,
Si on essaye de rassembler les pièces, ce texte d'Angie Forbin est un objet vraiment fascinant. C'est un mélange de cris du cœur, de portraits à charge d'une violence rare, et en même temps, un manifeste qui cherche à ressouder une base autour d'un leader. Un leader présenté tour à tour comme martyr, héros fatigué, mais au final, le seul espoir. C'est une synthèse parfaite. C'est un texte qui joue sur toute la gamme des émotions, de la pitié à la colère, pour servir un objectif politique très clair. Mais si on prend encore un peu de distance, ça nous amène à une question plus fondamentale, je trouve. C'est-à-dire. Le texte fusionne complètement l'homme et la cause. Maurice Kamto n'est pas le chef d'un mouvement, il est le mouvement. Il est l'idéal. Il y a une personnification totale de l'enjeu politique. La cause ne peut pas exister sans lui, en quelque sorte. C'est ce que le texte suggère. Et ça pose une question qui va bien au-delà de ce cas. Un mouvement politique qui aspire à un changement profond peut-il, même doit-il, reposer de manière si intense sur les épaules et le destin d'un seul individu? Hmm. Ce texte, en plaçant l'homme providentiel au centre de tout, nous interroge sur la tension permanente entre le leadership incarné. C'est une question vertigineuse, et ça laisse de quoi réfléchir bien après la fin de notre discussion.